Nous les portons 9 mois, leur arrivée nous procure tellement de joie. Mais en grandissant, parfois nous ignorons tellement de choses d'eux. Mais pourquoi nous ne savons pas tout de nos enfants? Bienvenue à votre émission Entre nous femmes. Vous l'avez deviné, aujourd'hui nous parlons des enfants et je suis heureuse quand on parle des enfants parce que à ma gauche, comme à ma droite, j'ai avec moi des mamans poules. Et tenez-vous bien, nous avons quelqu'un sur notre plateau qui illumine notre plateau, qui a fini son temps de maternité. Je voudrais qu'on puisse recevoir Manuela qui nous revient. Voilà, bonjour Manuela. Bonjour. Comment est-ce que tu vas? Alors, c'est un plaisir de sortir de la maison un peu pour venir sur ce plateau entouré de femmes exceptionnelles. N'est-ce pas? Tu es tellement belle, Manuela. Manuela, nous sommes au quatrième enfant, s'il te plaît. Non, vas-y, tu es une princesse dans le royaume. Alors, on va compter pour voir 6. 6, hein? Manuela a 6 enfants, bien comptés. Mes respects, Manuela. Franchement, mes respects, la doyenne. Bientôt, tu me rattrapes, j'ai pas peur. 2 triplés, façon, et puis tu me dépasses même. Alors, bienvenue Manuela, Merci. tu nous as tellement manqué. Merci Vraiment, elle a fait une très belle fille. Tu nous donnes le nom de la dernière? Alors, elle s'appelle Auréane Tine Raphaël. Auréane Tine Raphaël. Voilà. Elle est tellement belle, plus belle que sa mère. Donc ça, c'était facile. Voilà. Manuela, tes enfants, on part de quel âge à quel âge, s'il te plaît? Alors l'aîné a 16 ans, 16 ans. le suivant 14, ensuite 10, 9, 8. Oui. Ah, voilà. Et puis la toute dernière qui aura 4 mois dans quelques jours. 4 mois, les retours de couche, c'est ça. Ah, ça trompe, hein? Quand nous sommes belles, ben voilà, c'est ce qui arrive. Et avec nous, pour développer ce thème de ce jour, je prends mon temps pour la présenter parce que voilà, c'est très important. Elle, à ma gauche, Madame Bonnie Charlène. Comment vous allez, Madame Bonnie? Très bien, merci. On peut se tutoyer? Bien sûr. Ok, alors comment tu vas, Madame Bonnie? Je vais bien. Et toi? Voilà, ça va très bien. Alors, Madame Bonnie est coach comportementaliste enfant-adolescent depuis 5 ans. Elle a été certifiée à AET Formation Paris. Elle est formée en psychologie de l'adolescent par le Centre national privé de formation à distance. Madame Bonnie est mariée depuis 17 ans, c'est ça, hein? Oui. 17 ans bien comptés, ma doyenne, évidemment. Elle est mère de 3 enfants. Alors, on ne pouvait pas trouver une personne plus qualifiée, c'était pas possible. Qualifiée que Madame Bonnie aujourd'hui pour nous traiter de ce thème. Je reprends pour vous. Pourquoi vous ne savez pas tout de vos enfants? Je viens d'abord vers Manuela. Manuela, tu sais tout des enfants, les enfants sont tes amis, comment est-ce que ça se passe? On va dire que quand on entend le sujet, on s'inquiète déjà. Sinon, à la base, toute maman se dit qu'elle connaît ses enfants. Depuis qu'ils sont tout petits, ils sont avec moi, je connais le caractère, je vois comment ils réagissent quand ils sont fâchés, quand ils sont contents, je vois les défauts, les qualités. Donc, plus ou moins, je pourrais dire que je lis dans mes enfants comme un livre ouvert. C'est ça. Maintenant, quand on a un ado de 16 ans, voilà. On peut avoir quelques doutes, mais généralement, on se dit qu'on les connaît. Généralement, toutes les mamans pensent qu'elles connaissent leurs enfants. Donc, je crois que je les connais. D'accord, ok. Alors, Madame Bonnie, vous invitez, hein? Tu vas bien, oui. Ça va très bien. Comment vont les enfants? Ils vont bien, ils se portent à merveille. Voilà, merci. les enfants, quel âge? 17, 15 et 10 ans. 17, 15 et 10 Elle les a eues à la maternelle, c'est clair. Elle est très belle, Madame Bonnie. Merci 17 ans de infiniment. mariage, voilà. Toute conservée. Merci beaucoup. Alors, nous parlons de pourquoi vous ne savez pas tout de vos enfants. Déjà, un coach comportementaliste, c'est qui? D'accord. Alors, un coach comportementaliste, c'est un accompagnateur. D'accord. Voilà. Alors, le comportementaliste travaille surtout sur le comportement. Au niveau des ados, il y a beaucoup de sections. Oui. Donc, c'est juste accompagner l'enfant dans ses objectifs de sorte que ses comportements soient adéquats et pleinement associés, en fait, si je peux dire, aux environnements qu'il traverse ou bien
je peux dire, événements qu'ils traversent, aux environnements dans lesquels ils évoluent, voilà, et puis aux difficultés qu'ils traversent. Voilà, donc selon l'âge de l'enfant, selon les situations qu'ils traversent, que ce soit personnel ou bien des situations familiales, il y a des comportements qu'on peut juger inadéquats, inadaptés, voilà. C'est surtout sur ça qu'on travaille. J'imagine déjà les mamans africaines en tirer la bouche. Ça aussi, c'est un travail, quoi. Comportement des enfants, ça ressemble à un truc de blanc, en voilà, fait. c'est un travail. Et même, je lis qu'elle est même formée en psychologie de l'adolescent. Pourquoi cette précision et pas en psychologie de l'enfance? Alors, j'ai dû faire un choix. D'accord. Voilà. Après les enfants, je me suis dit, c'est moins problématique parce que quand on rencontre les parents, c'est surtout au niveau de leurs adolescents qu'ils ont des soucis. Ils se plaignent plus de ça. Alors, donc, j'ai voulu creuser plus à ce niveau-là. Dans la certification, on fait de la psychologie de l'enfant, mais c'est pas poussé. J'ai voulu vraiment pousser au niveau de l'adolescent parce que c'est un peu la passerelle entre l'enfance et puis l'âge adulte. Donc, je me suis dit, bon, si on essaie de travailler dessus, de rattraper ce qu'on peut rattraper et puis de les orienter de sorte qu'ils soient des adultes équilibrés, bon, pourquoi pas? Donc, c'est ce qui a motivé mon choix. D'accord. On déclare un enfant adolescent à partir de quel âge? Alors, depuis un moment, on a essayé de sectionner les choses et de bien les sectionner. On avait l'impression, que l'adolescence était généralement à partir de 15 ans. Alors, ça a un peu changé. On a 3 ou 4 sections. On a l'enfant de 0 à 7 ans. Après, il rentre dans la préadolescence. Donc, on a un préadolescent à partir de 7 ans, entre 7 et 10 ans. À partir de 11 ans, l'adolescence commence. 11 ans? Oui, et se termine à 15 ans. Entre 15 et 18, c'est un jeune adulte. À partir de 18 ans, c'est l'adulte. Donc, on a parfois l'impression qu'à 15 ans, on doit être un peu sur le pied de guerre parce que l'enfant va rentrer dans sa petite crise d'adolescence. Mais généralement, il a déjà passé la crise là parce qu'il commence à être adulte. D'accord. Alors, donnez-nous un peu la différence en partant de 0 à 7 ans, c'est ça? Oui. Voilà. De 0 à 7 ans, on trouve quel enfant? Voilà. De 7 à 11 ans, quand l'enfant rentre dans sa phase d'adolescence, qu'est-ce qui fait la différence de cette transition-là pour passer maintenant de la elle a dit quoi? La préadolescence. Les changements qui s'opèrent à chaque étape, en fait. Alors, les changements diffèrent d'une personne à l'autre. C'est clair que les personnes sont différentes, pardon. Après, de 0 à 7 ans, c'est vraiment l'enfance. C'est le moment où c'est vraiment qu'on dit l'enfant imite volontairement la figure d'autorité. L'enfant a vraiment comme repère le parent. Il le voit comme, on va dire, le super-héros. Hein, c'est un peu ça. À partir de la préadolescence, 7 ans, l'enfant va commencer à développer un peu son propre jugement de valeur. Je prends parfois l'exemple des films qu'on regarde. Il est très émerveillé à l'enfance. Ça a l'air magique. Il a une imagination magique. À partir de 7 ans, l'enfant va commencer à dire, il comprend que, bon, la magie n'existe plus. Il voit, voilà, exactement. Il monte, voilà, ce genre de choses. Voilà, il commence à développer son propre système de valeurs, à poser des questions, à se rendre un peu compte que, en plus des valeurs que j'ai à la maison, que j'ai acquises à la maison, je remarque autre chose. Donc, il va commencer à poser beaucoup de questions, à remettre en cause beaucoup de questions et tout, beaucoup de choses. Généralement, il demande aux parents, il va avoir des réponses. Et quand ça ne se passe pas bien, heureusement, il a une autre figure d'autorité qui est l'enseignant, par exemple, à qui il va poser des questions aussi. Quand il rentre dans la phase d'adolescence, il a estimé qu'il a acquis certaines choses qui peuvent lui permettre de ressembler à l'adulte. Voilà, en fait, c'est ça. Il estime qu'il a été bien éduqué. Aucun enfant ne dira qu'il a été mal éduqué. J'ai été bien éduqué. Quand je comprenais pas certaines choses pendant ma préadolescence, on m'a répondu. Si on m'a pas répondu, je suis allée chercher des réponses. Aujourd'hui, j'estime que, bon, tiens, pourquoi pas, je peux faire comme papa et maman. Je peux décider pour moi-même. Je peux imposer certains choix. Je peux m'affirmer. Voilà, et je peux changer les choses. C'est un peu ça ce qui caractérise l'adolescence. Et après, il rentre dans la phase où il y a le jeune adulte. Le jeune adulte, c'est qu'il a passé tous ses caps déjà. Il se stabilise. Voilà. Il se stabilise, pardon. Il commence à se dire, c'est vrai que je suis grand, mais pas vraiment, parce qu'il y a des choses qui me manquent. J'ai pas d'indépendance financière, par exemple. Il commence vraiment à faire le rapport entre ce qu'on lui disait, attends, quand tu seras grand, tu vas comprendre. Et puis, l'adolescent qui dit, non, je suis sûr que je peux tout faire. Là, quand le jeune adulte, à partir de 15 ans, il commence à comprendre que, écoute, il faut que j'ai besoin encore. Il repart un peu en enfance. Il se rend compte que j'ai besoin encore du parent, qui était mon repère, qui était un peu mon guide, et voilà.
Et puis après, bon, il rentre dans l'âge adulte. Non, il comprend le besoin, mais il n'est plus émerveillé, il n'a plus une confiance aveugle parce que les petits-enfants, ils idéalisent leurs parents. L'adolescent, le jeune adulte ne le fait plus, en fait. Du tout. Parfois parce que en chemin, tout s'est gâté. Ouais. Voilà. Et surtout parce que il a compris que il n'est pas sorti du parent, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire, il est une personne à part entière. D'accord. L'enfant, lui, il a encore l'impression qu'il est associé vraiment aux parents. Voilà, en fait, le parent, c'est moi, parce qu'il imite aussi quand il voit sa maman, la petite fille voit sa maman, mais le petit garçon voit c'est moi en grand. C'est ça. Voilà, c'est comme ça. Alors que le jeune adulte, lui, il a compris que non. Parce qu'à un moment, papa ne réfléchit pas comme moi. Voilà, papa ne prend pas les mêmes décisions que moi. Papa voit les choses autrement. Donc, il commence vraiment à se détacher du parent, à comprendre que ce sont deux personnes différentes. D'accord. Alors, pourquoi nous ne savons pas tout de nos enfants? Nous ne savons pas tout de nos enfants. Ouais. Le constat qui est fait, il y a 2-3 grandes raisons qui ressortent. La première chose, c'est que le parent n'a pas cherché à connaître davantage son enfant. D'accord. Pourquoi? Déjà parce que, à cause des faux acquis de la relation parent-enfant. Elle en parlait tout à l'heure. Je prends l'exemple du bébé. Voilà, quand le bébé endormi qui se réveille, la maman va dire tout de suite, il a faim. Effectivement, quand on va lui donner à manger, on va qu'il se calme. Après, il va être un peu gêné, il va commencer à pleurer un peu. On va dire, ah, c'est parce que peut-être il est pas propre. On va le changer, il se calme. Après, il se frotte un peu les yeux, il veut pleurer. Il a sommeil. Et puis, effectivement, ça se passe comme ça. C'est ça. Donc, la maman, le parent commence à se dire, mais je connais mon enfant, d'autant plus que j'arrive à deviner ses besoins. Et puis, ça tombe pile, hein, c'est exactement ça. C'est ça. Et le parent reste, en fait, dans cette certitude. Et quand l'enfant grandit plus que ça, bon, c'est toujours dans la petite enfance, autour de 1 an, 2 ans, il a toujours tendance à revenir vers le parent quand on lui fait quelque chose qui est pas sympa, voilà, à vraiment tout dire à papa ou bien à maman. Donc, le parent aussi se dit, je constate que quand ça va pas, immédiatement, il vient vers moi. Donc, c'est comme ça que l'enfant va se développer. Je sais que si ça ne va pas, il viendra me dire, je sais que quand il boude là, d'habitude, c'est comme ça. Donc, le parent reste dans ses faux acquis-là. Mais l'enfant, il se développe. Il sort de la maison. C'est comme une éponge. Il va absorber autre chose. Alors, quand on ne regarde que le développement physique de l'enfant, on se dit, oui, il grandit, mais émotionnellement, il grandit aussi. Et au départ, il dit tout, mais à un moment, il ne dit plus. Pourquoi? Pas parce qu'il n'a pas envie de partager ça avec papa ou maman, parce que il a estimé que il commence à pouvoir gérer ces choses tout seul. Un autre exemple que je prends aussi, par exemple, le petit d'1 an, à qui on a peut-être pris son petit goûter, il va pleurer, il va dire à maman, voilà, peut-être ma grande sœur ou bien, je sais pas, telle personne, tout de suite. Arrivé à la maternelle, si ça arrive, il va peut-être pleurer et puis aller dire à la maîtresse, qui va l'aider à régler le problème. Si la même situation se produit au CP1, il a grandi, il va pas pleurer. Il a déjà passé ça. Il sait comment réagir. Il va peut-être aller dire à la maîtresse parce que c'est la figure d'autorité, mais il va pas pleurer. Plus grand encore, pour la même situation, il aura une réaction différente. Alors, pourquoi il va pas aller dire à la maîtresse? Parce que il a déjà vécu cette expérience. Il sait que maintenant, il peut adopter une autre formule, en fait, pour se sortir de ce pétrin. Donc, en fait, il va pas systématiquement aller dire parce qu'il se rend compte que j'arrive à m'en sortir. Exactement. Déjà, ça vient de là. Mais quand le parent reste dans ses faux acquis, justement, c'est tellement sûr que bon, c'est mon enfant, je le connais, puisque voilà, comme moi je lui ai donné l'éducation, les bases de l'éducation, et ça se passe très bien. Le parent ne voit plus l'évolution émotionnelle de l'enfant. Et c'est là, en fait, que tout se joue. Et c'est aussi dû aussi à la mauvaise connaissance du développement de l'enfant. Tout à l'heure, on a parlé un peu des phases d'évolution, on a parlé de l'adolescence, la préadolescence, de l'enfance. Alors, quand le parent ne sait pas se situer, le langage n'est pas adapté. On ne parlera pas à un enfant de 2 ans comme on parle à un enfant de 7 ans, comme on parle à un enfant de 15 ans. Bon, on dit que jusqu'à 77 ans, ils se sont des enfants. Donc, voilà. Mais il y a des mamans qui, encore dans le foyer du fils, elles se disent, c'est mon enfant. Oui, ça reste. En fait, ça reste. Et elle a bien raison, ça reste un enfant. Mais on les éduque pour qu'ils partent, hein. C'est pas pour les garder. Donc, voilà. Donc, quand on méconnaît ou on connaît très peu les stades d'évolution de l'enfant, on n'adapte pas l'éducation qu'il faut, le langage qu'il faut, l'accompagnement qu'il faut. Et là aussi, ça pose un problème. On ne sait pas trop comment se situer par rapport à eux. La dernière cause pour cette raison-là aussi, c'est le manque de formation continue des parents.
À un moment, les parents arrêtent de chercher. Les mamans se reconnaîtront dedans. Parfois, derrière les carnets de santé, il y a l'évolution de l'enfant. Donc, généralement, c'est quand on est à la première grossesse, on regarde un peu, on sait qu'à 4 mois, on aura ça. À 9 mois, l'enfant va marcher. Voilà. On aime bien savoir, on veut savoir. Et quand l'enfant doit arriver, quel genre de vêtements il faut, quel jouet adapté, on cherche. Mais après, pourquoi ça ne nous intéresse plus? Parce qu'on croit qu'on connaît. Exactement. Et on ne cherche pas à se former parce que, qu'on le veuille ou pas, je veux dire, être parent, là, ça nous tombe dessus. On a ce titre-là parce que, voilà, il y a un petit bout de chou qui pointe le bout de son nez, voilà, donc on a la médaille, on est parent. Mais après, on se forme, on ne sait pas tout. On transmet ce qu'on a reçu, mais les choses changent. C'est ça. Notre maman nous a éduqués de telle manière. Cette éducation, on va essayer de transmettre ce qu'on a reçu de maman qui est bon, parce qu'on fait le tri, hein, faut qu'on le dise. Mais mon enfant n'est pas moi. Donc, l'éducation que je vais transmettre de la grand-mère, là, n'est pas adaptée à son caractère ou bien à l'enfant même. Donc, ça, c'est aussi une raison de... Non, c'est vraiment triste. On se forme pour tellement de choses, pour nos professions, nos activités. Exactement. Alors que le métier le plus important du monde, c'est la formation de l'adulte. Tout à fait. Tout à fait. On ne prend pas la peine d'apprendre. Exactement. Donc ça, c'est déjà une raison parce qu'on ne cherche pas à connaître davantage d'enfants. Et la deuxième raison, qui est la plus pénible, surtout au niveau des ados, c'est que le parent a laissé l'enfant lui échapper. Quand je dis ça comme ça, c'est pas comme si l'enfant était... on devait le tenir en laisse. Non, c'est juste que c'est un peu comme quand on a un objet en main et puis qui nous échappe, en fait. C'est un peu dans c'est un peu imagé comme ça. Alors, pourquoi? D'abord, parce que à un moment, on ne laisse pas l'enfant être lui-même. D'accord. Quand l'enfant n'a pas la même vision des choses que nous, surtout parfois même au niveau professionnel, c'est un peu compliqué. Je veux que tu fasses ça, il faut que tu fasses ceci. C'est comme ça que je veux que tu le fasses. On ne laisse pas l'enfant s'exprimer et dire exactement ce qu'il veut. Tant que ça ne va pas dans la même ligne droite que la pensée du parent, non, alors on se braque. Dans les droits des enfants, on dit que l'enfant a le droit d'expression, d'information, de participation. Pour résumer, il doit donner son avis sur ce qui le concerne et participer à la réalisation de ce Les parents africains généralement, ça passe pas. Généralement, tu payes tout, exactement. Tu connais tes droits. Exactement. Généralement, ça ne passe pas. Alors, quand on décide pour l'enfant et qui dit « je ne veux pas », bon, tout de suite, on sait un peu comment les parents réagissent. Impolitesse. Dans la plupart des cas, les parents se braquent. C'est une réaction agressive. Dans l'autre cas, bon, on essaie de trouver le juste milieu. Voilà. La chose, en fait, c'est que même quand on n'est pas d'accord avec ce que l'enfant propose, parce que quand même, il faut le laisser parler, on trouve le moyen de lui expliquer pourquoi on estime que notre décision est la meilleure. Il faut tout expliquer à l'enfant. Quand c'est expliqué, il comprend mieux, il adhère et il accompagne le parent dedans pour ne pas qu'il y ait clash. Mais il y a des gens qui disent au contraire que ce genre d'éducation positive, permissive, là, ça crée des enfants encore plus rebelles parce qu'avant, on était tous dressés par des parents extrêmement droits. Donc, on obéissait facilement et puis il n'y avait pas trop de dégâts. Alors que maintenant, les parents sont tellement laxistes que les enfants font encore plus de bêtises. Oui. C'est vrai qu'il y a cette inquiétude, mais pour les enfants qui ont eu une éducation très, très sévère, pour la majorité, on a constaté que, en fait, toute la peine qu'il y avait derrière. Parce que, oui, on t'a coincé. C'est ça. Apparemment, tu as montré à papa, à maman que tu étais l'enfant parfait. Parfait. Le pire, c'est quoi? C'est que, et ça, c'est un ado qui m'a dit, mais il veut que je sois comme il veut. Mais je suis comme ça. C'est-à-dire que devant son parent, il est magnifique. Il est l'enfant parfait. Exactement. Mais la tonne de choses qu'il fait à l'extérieur, mais c'est vraiment inquiétant. Alors, ce genre d'éducation-là, c'est pour nourrir la crainte. J'ai peur de mon parent. J'ai plutôt peur de lui au lieu d'avoir peur de le décevoir. Voilà en fait la finalité de ces deux éducations-là. Madame Bonnet, excuse-moi, je prends au mot, Manuela, les parents sévères d'avant, quand on nous interdisait de sortir et tout, mais on avait toujours un plan B. Exactement. Sauter la clôture. Exactement. Avec toutes les conséquences que ça. Mais c'est ça. Voilà. Donc, si aujourd'hui, effectivement, je suis un peu plus légère et que ma fille ou bien mon fils me dit, ça va être un peu chaud, mais viens dire, bon, maman, je sors.
C'est ça. Tu sais qui sort. Tu vas où? Tu sais où il va. Je dis limite, même si tu ne sais pas ce qui se passe là-bas, tu peux te mettre à genoux pour prier pendant qu'il n'est pas là. C'est ça. Mais les autres parents qui ne savent pas dorment tranquillement, pensant que leur enfant aussi dort dans la chambre à côté. Et puis après, il y a des infos qui nous tombent dessus et c'est compliqué. C'est grave, c'est ça. Après, l'éducation reste personnelle. Oui. On ne peut pas imposer à un parent une façon d'éduquer son enfant. Et les parents qui ont le même type d'éducation pour tous les enfants, alors qu'apparemment, après ce qu'on écoute là, chaque enfant a plus ou moins son caractère. Tout à fait. Alors, c'est plutôt le tempérament. Voilà, le tempérament, chaque enfant a son tempérament. Le tempérament, c'est quelque chose, c'est la composante innée de la personnalité. On hérite en fait du tempérament. On peut pas le changer. Le tempérament, tu l'as depuis la naissance jusqu'à la mort. Le caractère, c'est la composante qui est acquise. C'est un facteur psychosocial. C'est vraiment ce que on a absorbé, ce qu'on nous a appris, ce qu'on a remarqué, qui a formé notre caractère. Donc, ce sont ces deux composantes-là qui vont former la personnalité. Alors, le tempérament, il change même pour chaque enfant de la même fratrie, qui ont le même père, la même mère. Ils auront des tempéraments différents. Bien sûr, ils vont l'hériter de leurs parents, mais ils auront des tempéraments complètement différents. Il y a des enfants avec un type de tempérament qui sont éduqués avec beaucoup de sévérité. Ça, oui. Ça, il faut, parce que ils sont tellement légers, ils n'ont envie de rien faire du tout. Il faut vraiment que tu sois derrière eux. Il y a d'autres enfants, par contre, eux, il faut les encourager faut les féliciter. Voilà, c'est pareil pour les punitions. Il y a des enfants, pour les punir, il faut leur priver de quelque chose. Ils comprennent que ce manque-là va les booster. Il y a d'autres, au contraire, il faut promettre des choses. C'est ce qui va les motiver. Alors, le tempérament aussi, c'est quelque chose qui, justement, c'est une des causes. Pourquoi est-ce que nous savons pas tout de nos enfants? C'est surtout la méconnaissance de l'évolution, des étapes de l'évolution de l'enfant, et puis du tempérament de l'enfant. C'est vraiment quelque chose qui est associé. Connaître le tempérament de l'enfant donne 60% de chance aux parents de savoir exactement où se diriger et quoi faire, comment comprendre l'enfant. Quand il boude, c'est pas parce qu'il est fâché, c'est juste que peut-être il est dans un environnement qui ne lui sait pas. Exactement. C'est compliqué pour lui. Alors, si on arrive à comprendre l'enfant, on aura une réaction différente. Mais attends, Madame Bonny, on hérite du tempérament? On hérite du tempérament. Waouh. On est avec, parce que un enfant n'aura pas forcément le même tempérament que ses parents. Il y a des enfants elle a dit qu'on hérite, du tempérament. Il nous vient du parent. Wow. Voilà, elle a dit qu'on hérite. Donc, en observant bien, il y a toujours les enfants qui vous ressemblent. Et puis, bizarrement, ceux qui ont ton défaut, là, c'est eux que tu supportes le moins. Celui qui te ressemble le plus, là. C'est un bon en lui. C'est ça. C'est un bon en lui. Okay. Voilà. Et une autre raison que je voulais soulever aussi, c'est que le parent a parfois du mal à rester le refuge et puis le repère de son enfant. Alors, on dit du refuge, par exemple, que c'est le lieu où on se met pour échapper à un danger. Mais c'est le lieu où plusieurs personnes se rassemblent quand ils s'y sentent acceptés. Moi, je vois toujours la belle image de la miséricorde, où le Seigneur se baisse jusqu'à nous pour nous relever. En fait, tant qu'on reste perché en tant que parent et qu'on n'essaie pas de comprendre l'enfant, j'ai envie même de dire, par peur de choquer, de se mettre au niveau de l'enfant. À un enfant de 4 ans, on parle avec des mots qu'il peut comprendre. C'est ça. Donc, se mettre au niveau de l'enfant, ça n'enlève en rien l'autorité du parent, bien au contraire. Je me mets à ton niveau. J'utilise ton langage pour qu'on puisse se comprendre et puis je t'amène tout doucement là où est-ce que je veux que tu sois parce que je sais que c'est ce qui est bien pour toi. Alors, il faut que le parent sache rester le refuge et puis le repère. Il faut que l'enfant sache que même si c'est vrai qu'on m'a dit de ne pas faire ça, bon, ça s'est mal passé, voilà, et puis j'ai fait. Il faut que j'ai le courage de venir dire. Mais qu'est-ce qui va me donner le courage? C'est que je saurais que quand je vais venir dire, on va pas m'agresser pour me reprocher tous les maux du monde. C'est vrai, tu reconnais, justement, tu reconnais que tu as. Et puis, faut savoir que les enfants ont quand même cette capacité d'autocritique. Ils savent que quand ils ont fait quelque chose qui est pas bien, ils savent que c'est pas bien. Mais comme ils rentrent parfois dans une situation de défiance, ils se disent, bon, je sais que c'est pas bien, mais bon. Voilà, exactement. Est-ce que c'est pas le fait peut-être de toujours bouder l'enfant, le brimer, le frapper qui ça lui joue, donne... Ça joue, effectivement, ça joue beaucoup. Moi, il y avait un neveu qui se faisait tellement battre que mais faut pas faire ça, mais ils vont me frapper. Qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre? Ils vont me frapper. Ils vont me frapper, je vais pas mourir, ils vont juste me battre. Ça, c'est dangereux. Et effectivement. Après, on n'a plus de recours, justement, quand on en arrive là. Il y a un là. exemple aussi qui m'a vraiment choqué. Une jeune fille qui a préféré se suicider parce qu'elle voulait pas affronter
le regard de son papa avec une grossesse. Ah. Elle a préféré mettre fin à ses jours. Ah, on peut avoir peur de son drame. père au point de préférer la mort à son papa. On parlait de crainte tout à l'heure, l'éducation sévère et tout ça, mais il faut savoir être le refuge. C'est vrai que parfois, faut reconnaître qu'il y a des choses qu'on nous dit, ça passe pas. On a beaucoup de mal. Mais c'est là tout le pouvoir du parent, justement. C'est parce que tu sais que c'est compliqué. Là, tout de suite, j'encaisse très mal, mais j'ai cette maîtrise de moi qui va faire que, ok, je vais réagir d'abord par rapport à l'enfant. Le rassurer, parce qu'il faut penser à la prochaine fois. Il faut qu'il ait le courage de venir dire, moi, je vais aller cuver l'information que je viens d'avoir, prendre le temps de me calmer, prier s'il le faut, et puis revenir vers l'enfant, on en discute. Mais la première réaction, c'est celle qui va rester dans la conscience de l'enfant, qui va le pousser à revenir ou pas vers vous. Et la chose que moi, je trouve triste, c'est que souvent, les parents oublient qu'ils ont eux-mêmes été des adolescents, qu'ils ont été des enfants. Tout à fait. Manuela, elle a parlé de l'adolescence mal vécue. Peut-être que ce sont des parents qui sont restés adolescents aussi. Oui. Voilà, il y a ce problème-là, je me dis, on n'est pas prêt. Les enfants. Voilà, on n'est pas prêt à être parents, ça nous tombe là-dessus, on n'a pas reçu comment je vais dire ça, de ligne de conduite et tout, ça nous tombe dessus. Donc, quand nous, la manière dont on a été éduqués, on transmet. On n'a jamais été écoutés. Parce qu'ils n'ont pas été aimés, justement. Non, Manuela, il y en a qui n'ont jamais été écoutés. Leur point de vue n'a jamais compté à la maison. Oui. Qu'est-ce qu'ils font? On ne donne que ce qu'on a reçu. Exactement. Voilà. Et peut-être que c'est cette formule qu'ils connaissent. Voilà, ils l'appliquent tout simplement. Donc, c'est compliqué. Alors, moi, le cas de figure que je voulais présenter, nous sommes en face d'un enfant difficile, d'un enfant assez doux, et de l'autre qui ne parle pratiquement pas. On ne perçoit pas, en fait, ses émotions. Oui. Voilà, 3 enfants. Oui. Il y a un père qui est difficile. Comment est-ce que l'autre parent doit se comporter vis-à-vis des 3 enfants? C'est-à-dire que le père difficile, lui, bim, voilà. C'est comme ça et comment est-ce que l'autre conjoint, le conjoint, lui, doit se comporter vis-à-vis de chaque type d'enfant? Quel comportement le parent doit adopter? Parce que si l'autre est dur, est-ce que l'autre doit aller dans son sens? On a pour habitude d'entendre que les parents doivent parler le même langage pour ne pas que les enfants aient une pression sur un des 2 parents. Exactement. Quelle attitude nous devons adopter? Déjà, on parlait connaître le tempérament de l'enfant. J'expliquais qu'il était inné. Ce qui veut dire que l'adulte garde aussi son tempérament. Donc, en plus de connaître le tempérament de son enfant, il faut connaître son propre tempérament. Alors, dans ce cas de figure, effectivement, je reste dans la logique, et ça, je suis d'accord, que les 2 parents doivent avoir le même langage. Le conjoint qui est plus doux, voilà, j'ai envie de dire ça, le conjoint qui est plus doux peut tempérer les choses. Ne rien dire de contraire par rapport à ce que on va dire le papa, voilà. Il y a des cas où c'est différent, mais habituellement, voilà, c'est ça. Ne rien dire de contraire, mais expliquer à l'enfant. Avec beaucoup de douceur, avec les bons mots. Alors, le parent qui est très agressif, lui, généralement, il n'explique pas. Il te dit, tu prends ça comme ça. Pour ne pas changer de langage, oui, papa a dit ça, mais voilà pourquoi est-ce qu'il a dit ça. Et voilà, je te conseille d'agir comme ça pour ne pas que, et ainsi de suite. En fait, ça dépendra de la situation. Si les 2 parents sont agressifs, ils vont perdre leur enfant. Parce que ils n'auront plus ce repère, ils n'auront plus ce refuge. Bon. Et puis, à quoi bon? Le refuge, comme j'expliquais, c'était l'endroit où on se sent accepté. Ben, ils vont aller se faire accepter ailleurs. Et c'est dangereux. Exactement. Donc, il faut que l'un des 2, effectivement, arrive à trouver la juste mesure, à tempérer, de sorte que les enfants se retrouvent. Alors, c'est votre conjoint-là qui aura toute la charge, en fait, de connaître les 3 enfants qui ont des tempéraments différents. Et de faire comprendre aussi au père, voilà, effectivement. Quelqu'un qui a dépassé 40 ans, là, revoir. Oui, il considère que c'est un enfant, on dit jusqu'à 70 ans. Voilà, on compte sur sa remise en cause, c'est ça. On compte sur sa remise en cause. Elle aussi, elle trouvera peut-être les mots et puis dire au bon moment que, écoute, avec tel enfant, tu as fait ça. Voilà, trouve une autre manière de... Mais c'est compliqué déjà. Voilà, c'est parfois compliqué. Alors, c'est celui qui a compris qui doit vraiment faire tout le boulot. Avec beaucoup de joie, parce que ça reste nos enfants. Hein. On veut qu'ils soient parfaitement épanouis et équilibrés à l'âge adulte. Donc, il faut qu'on Les parents ne tiennent pas souvent compte de l'épanouissement. Ils veulent qu'ils soient en sécurité, ne tombent pas enceinte, ils veulent qu'ils réussissent leurs études et des diplômes. Mais le côté épanouissement, ils se disent que bof, c'est secondaire, alors que ça compte aussi. Effectivement, c'est ce qui porte même leur projet. C'est ça. Parce qu'un enfant qui est équilibré, qui n'a pas peur d'être chez lui, qui est confiant quand il voit son papa et puis sa maman, se donne à 100%. Vraiment à 100%.
Justement parce qu'il a ce cocon qui le sécurise, et puis il a ces personnes en face qui le soutiennent. Alors moi, j'ai une question. Comment créer la relation, je veux dire, de confiance entre un enfant et son parent? Par exemple, je le dis parce que j'observe que dans des familles, il y a toujours un qui ne parle pas assez. Savoir ses points de vue, mais c'est compliqué. Il se retire. Il est avec ses livres, avec ses cahiers quelque part. Bon, à la limite, rien ne l'intéresse dans la maison. Donc, comment le parent déjà arrive à maîtriser cet enfant-là? Et ensuite, comment créer une relation de confiance pour que l'enfant vienne se confier? Parce qu'un parent qui a vécu ça, qui n'a pas été aidé, qui se retrouve avec le miroir qui est son enfant, comment est-ce qu'il se comporte? Généralement, ça c'est un magnifique tempérament aussi. Introverti. C'est magnifique. Alors, eux, ils sont normalement très observateurs. Ils sont très affectueux. C'est pas tant que ils n'ont pas envie d'être avec les autres. Effectivement, c'est leur tempérament qui le fait. Ça. Faut pas brusquer. Il va mettre du temps à venir. Le démarrage va être super lent. Ça va peut-être user le parent parce qu'il aura l'impression qu'il fait des efforts, mais ça ne vient pas comme il espère. C'est ça aussi le pire, c'est qu'on attend quelque chose de particulier. Parce que je veux faire ça, parce que je veux qu'il devienne comme ça, je veux qu'il arrive à me parler, je veux qu'il vienne systématiquement me dire, voilà ce qui s'est passé. C'est pas son tempérament, il le fera pas. Il y a certains enfants qui ont besoin qu'on les lise. Ils gardent le silence. Ils se contentent de leur silence et puis ça suffit. Comment réagir face à ces enfants? C'est rester dans le silence avec lui. Tu peux parler, toi le parent. Il te répondra peut-être pas. Mais en fait, il va se rendre compte que tu participes. Voilà. Et puis tu lui dis des choses. Quand on parle de relation de confiance, c'est dans les deux sens. Il y a certains de mes ados qui me disent, surtout par rapport à ce sujet, parfois je fais des petits débats en classe, et puis ils me disent, pourquoi mais les parents, pourquoi ils ne savent pas des choses de vous? Et puis on me dit, mais nous-mêmes on sait quoi? Des parents. Mais en fait, effectivement, on n'attend pas que le parent vienne vraiment raconter tous ses soucis à l'enfant, mais partage quelque chose au moins avec moi. C'est ça. Pour que je sache que, ah tiens, moi aussi je peux te confier quelque chose. L'adolescence aussi, les phrases de l'adolescence, ça peut aider. Effectivement, il y a ce côté aussi où le parent est tellement parfait que l'enfant qui est imitateur en face se dit, mais je peux jamais y arriver. Il y a des parents qui ont toujours été premiers de classe, qui ont toujours été... les parents aussi, il faut que sortent les bulletins parce que franchement, on en a marre. Bizarrement, ils ont tous été premiers aussi parfois. De la génération, tout le monde est premier. Parlons de ce sujet. Il paraît qu'il y a un enfant, et le parent a traité l'exercice de l'enfant. L'enfant va en classe, le maître dit, mais qui t'a aidé à traiter? Il dit, mais c'est mon père avec fierté. Il dit, mais l'exercice, c'est faux. Moi, j'aime bien dire à ma fille qu'elle est super bonne en maths. J'aime bien dire... J'ai jamais eu cette note-là en maths. Et donc, ça la rend encore plus... On se présente comme des super héros qui n'ont pas de défauts, de qui ont toujours été sages, qui n'ont jamais fait de bêtises à la maison, c'était toujours génial. Donc, un enfant en face, il veut dire, mais moi, j'arrête pas de faire des bêtises, mais tu es tout le temps en train de me reprocher ça. Je vais jamais pouvoir te ressembler. Donc, à un moment, je jette l'éponge. Ça ne sert à rien. À la maison, c'est l'endroit où on nous apprend des valeurs. Par exemple, l'humilité. C'est vrai que ce que tu vis là, moi aussi, je suis passée par là. Parfois même, je me pose les mêmes questions, même en tant qu'adulte. L'enfant comprendra que c'est une démarche qu'il va faire. C'est quelque chose qu'il va devoir, contre quoi il va devoir se battre jusqu'à l'âge adulte, ou bien qu'il va devoir traverser, mais d'une autre manière. Mais comme papa, depuis qu'il est petit, vit ça, et a commencé à vivre ça différemment, avec la maturité et tout. Ah, mais tiens, mais pourquoi pas? Mais je suis là, voilà. C'est la meilleure personne qui peut me dire, voilà comment ça se passe. Mais quand en face, on a le super parfait, j'ai envie de dire, à un moment, l'enfant se dit, c'est pas la peine, je peux pas y arriver. Alors, concernant cet enfant qui est tout calme et tout ça, rester à côté, le parent doit rester à côté. Poser des questions, il va répondre juste oui ou non. Voilà. Fermé. C'est vrai que ça peut frustrer, effectivement, ça peut faire mal, c'est clair. Mais c'est comme ça qu'il est. Et c'est petit à petit qu'il va s'ouvrir. J'ai eu un cas d'une petite fille comme ça, de la maternelle au CM2, à toutes les journées portes ouvertes. Tout ce que les maîtresses ou les maîtres disaient, c'est qu'ils entendent parler que 2 fois dans la journée. Bonjour maîtresse. Au revoir, maîtresse. Elle n'a aucune amie. Elle n'a jamais voulu fêter son anniversaire. Elle aime bien les jeux de construction, donc on lui offre des Legos. Elle reste dans sa chambre, elle fait les jeux de construction. Ça va essayer de trouver des astuces comme quel enfant n'aime pas aller au supermarché. Donc on lui dit, eh ben écoute, on va au supermarché. Non. Mais pourquoi? Elle dit, j'ai rien acheté au supermarché. En plus, elle a raison. Elle n'a rien acheté au supermarché. Tout ce dont elle a besoin, le parent le rapporte. Donc, c'était vraiment compliqué. Le parent te disait qu'elle était associable. C'était compliqué parce que après, dans la vie, il faut se battre et rien du tout. On y allait tout doucement.
Elle a fêté son anniversaire, mais un anniversaire gigantesque du boucan. On s'est dit, waouh, c'est pas, elle a 16 ans. Et c'est arrivé seulement l'année dernière. Donc, la patience qu'il a fallu aux parents. Elle fait des blagues. Avant, il suffisait juste que tu la touches, mais elle rentrait dans tous ses états parce qu'elle voulait pas. Aujourd'hui, elle fait des blagues. C'est elle qui taquine tout le monde et tout ça. Parce que, justement, les parents ont appris à connaître le tempérament, à savoir que elle les met comme ça. C'est dans ces moments de silence qu'elle va développer son monde intérieur, avoir des, mais justement, comme on se disait qu'elle parle pas de façon, elle rien ne l'intéresse. Qu'on la voit même, on dit, Donc même qu'elle avait des questions sur les réponses qu'elle n'avait pas, elle avait du mal parce que on l'a déjà catalogué. Voilà, exactement. Alors, c'est beaucoup de patience. Mais ce genre d'enfants, est-ce qu'ils n'ont pas subi peut-être un choc émotionnel et il y a des tempéraments comme ça. Voilà, il y a une composante qu'on appelle les secondaires. Ce sont des gens qui n'ont aucune émotion. Ils ont des émotions, mais ils les montrent pas. Très peu émotifs. Des enfants qui n'ont aucune émotion. Oui, moi, je me dis qu'ils en ont, mais qu'ils les montrent pas. Ils les montrent pas. Ils en ont aussi. C'est la pudeur, en fait. Ils les montrent vraiment pas. Il y a d'autres qui, tu vas tout de suite, ils vont réagir. Et tu sauras. Il y a d'autres qui non, mais c'est quelque chose qui nourrissent intérieurement. Ça c'est encore un peu agréable comme défaut. Moi, observe. Il faut vraiment que le parent... C'est ça la difficulté, en fait, parce que si pour chaque enfant, tu dois observer... Et quand tu en as 6... Quand tu en as 6, c'est tout un boulot. Et on comprend qu'à un moment, les parents sont un peu fatigués, qui se disent, bon, je vais pas y arriver, ou bien c'est... À un moment, tous les parents se disent, c'était vraiment lourd, le fardeau. D'où la même éducation à tout le monde. Voilà, la chance d'avoir des enfants. C'est la meilleure. Moi, mes enfants ils sont assez proches de moi. On discute, on se raconte nos journées. Comment tu as créé ça? Je suis bavarde. Je suis très bavarde. Donc, si tu ne parles pas, moi, je vais parler toute la journée. Finalement, un jour, tu vas répondre. Et je vais te dire que je t'aime, je vais te faire les câlins. Et ma véritable difficulté, c'est que je me demande si c'est pas une image. Faudrait pas avoir l'impression que tu es un enfant trop parfait. Alors que beaucoup de mamans ont découvert, par exemple, il y a une qui a été choquée il y a pas longtemps, un servant de messe qui fait la messe de 6h30 tous les jours, mais elle a son portable, de la pornographie, d'une violence. Elle n'arrive pas à imaginer que son fils qui sert la messe, ce soit lui qui ait ça dans son téléphone. Donc moi, je me dis, c'est l'angoisse vraiment, quoi. On est proche, on rigole, il me semble être équilibré. Il y a des moments où on tape, il y a des moments où on rit, mais apparemment, ça va. Mais est-ce que c'est pas une façade? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière de plus noir, en fait? Parce que quand tu écoutes les témoignages de certains parents, ça angoisse. Moi, ma collègue, excuse-moi, Madame Bonny, ma collègue a vécu ce choc-là parce qu'elle est femme de pasteur. Voilà, et son aîné, un jour, elle débarque, on a eu un débat au travail pour dire, il faut débarquer dans la chambre des enfants à l'improviste souvent. Faut fouiller, il faut savoir ce que l'enfant fait et tout ça. Donc, je lui expliquais qu'on a reçu un ancien drogué à une émission ici et on en parlait justement, il a dit, ah bon? Donc, elle se dit, son enfant prie. C'est le fils quand même du pasteur. Bien sûr. Donc, étant à la maison, elle a eu envie, effectivement, de fouiller, de manière inopinée. Elle rentre dans la chambre de l'enfant. Oh, elle prend l'ordinateur de l'enfant. Mais elle a pleuré sur 3 jours. Alors, on va commencer l'opération de fou. Elle a pleuré. La vie privée, c'est fini. On commence dès la semaine. L'enfant a des films pornographiques, des photos de femmes nues, vraiment tout ce que vous ne pouvez. Elle vient nous expliquer. Non, c'est moque d'elle. On dit, mais on t'a dit que les enfants, c'est pas le pasteur qui maîtrise la physiologie d'un enfant. Je suis désolée, l'enfant, il grandit. Oui. Il a des étapes dans sa vie. C'est ça que j'ai peur. Et à un moment donné, il a dû entendre parler. Et il découvre des choses à la télévision. Et puis, ses sens s'éveillent. Ses sens s'éveillent. Donc, il faut parler avec l'enfant. Il dit, non, c'est un sujet trop délicat et tout. Mais voilà la réalité. La réalité, il est allé jusqu'à faire ce que tu ne pensais même pas. Et il a connu ce plaisir par lui-même. Exactement. Tu fais quoi? Oui, voilà. J'ai une expérience très désagréable. Une nounou. On est au travail, tout le monde. Elle a mis un film porno à la maison. Et mes enfants, en bas âge, ont regardé. Et quand je suis arrivée à la maison, c'est mon fils, le dernier, qui est venu me dire qu'elle a mis un film bizarre. Et cette fois, il faisait assim, tais-toi, tais-toi. Ne dis pas. Donc, quand il m'a expliqué, elle est partie, c'est vrai, mais je veux dire que ça m'a obligée à aborder, c'est très désagréable. C'est gênant et c'est désagréable. Je leur dis que c'est pas la vérité. Qu'est-ce que vous voyez les films où les gens s'envolent là? Est-ce que c'est vrai? Que ça, c'est pas ça qu'on appelle l'amour. Ça, mais c'était désagréable. Non. Si. Parce que c'était pas le moment. Je me disais que j'avais encore le temps. Voilà, c'est ce qu'on se dit généralement. Qu'on a le temps. Parfois même, on attend que ça vienne de l'enfant. Il faut anticiper. Quand on connaît les étapes de l'évolution de l'enfant, on anticipe. On sait que déjà à la préadolescence, qu'il va commencer à avoir justement ce genre de sensations. Et il faut en parler. Et il faut en parler avec le bon parent.
Parce que au niveau de tout ce qui est affectivité ou sexualité, pour le garçon, la maman n'a que c'est que la théorie. C'est ça. Voilà, elle ne lui dira pas exactement qu'est-ce qu'il va sentir comme frustration ou bien comme vraiment comme je sais pas moi. Comme frustration. Voilà, elle ne sait pas. À ce père sur les réseaux sociaux là qui se moquait comme ça de son fils qui venait d'être, comme on dit, déçu par une fille, tu vois. Il pleurait à son mais le père se met à rire, il pleure encore. Quand il a fini, il dit ça va. Tu vois, il y a quelques années, je t'expliquais ce que si tu dis, toi, tu es une gentleman, aucune femme. Mais c'est de ça que je parlais. Tu vois, cette douleur-là, c'est ce que j'ai ressenti avec ta mère d'ailleurs. Et puis, donc voilà. Il faut anticiper les sujets. On n'attend pas que ça vienne des enfants. Mais quel âge alors, la sexualité? Alors, normalement, à partir de 4 ans, on doit parler à l'enfant. Avec les mots d'un enfant de 4 ans. Parfaitement. À 4 ans, on peut expliquer, on peut dire à l'enfant que, écoute, les enfants ne s'achètent pas au supermarché. Mais cette question-là, déjà, elle est gênante. On pose la question. Quand je suis née, tu n'arrives même pas. Comment tu es née? Mais le bébé, comment est-ce qu'elle est rentrée dans ton ventre? Voilà, tu n'arrives même pas à expliquer. Généralement, à 4 ans, on utilise une belle histoire. D'accord. Voilà. Alors, on est avec le maître. Allons-y. Généralement, je n'ose pas trop parler de ça parce que chaque parent a son langage avec l'enfant et il a vraiment ce qu'il veut transmettre à l'enfant. Alors, si je dis, voilà ce qu'il faut faire, c'est comme si je vous prêtais vraiment les mots. Alors, à 4 ans, une chose est sûre, on lui explique que c'est pas les cigognes qui envoient les bébés. Donc, ils sont, de toute façon, on voit même pas de cigognes ici. C'est pas au supermarché. Parce que, j'ai eu une fille de 12 ans comme ça, qui a appris l'année dernière. Elle venait d'apprendre à 12 ans, là, qu'on ne vendait pas les bébés au supermarché. Et quand je lui ai demandé, mais chaque fois que tu vas au supermarché, tes parents, tu ne demandes pas? Ah non, le rayon, il est vide. Jusqu'à 12 ans. Bon, c'est un peu poussé quand même. Donc, on l'utilise, on explique à l'enfant, on lui dit qu'il faut un papa, il faut une maman, et puis une belle histoire à côté. Bon, j'ai des exemples, mais après, je ne sais pas trop. Faire du copier-coller alors que ça va. Voilà, c'est effectivement. Avec une belle histoire, voilà, une belle histoire pour expliquer que déjà, c'est un papa et puis une maman qui font les enfants. Il y a des documentaires sur YouTube où on montre le parcours. Mon fils, il a 8 ans, il adore le documentaire où on montre les spermatozoïdes qui rentrent. Il sait pas où ils rentrent. Mais voilà, les spermatozoïdes qui rentrent, qui font l'œuf et puis l'enfant commence à grandir. L'imagination est encore magique. Donc, les détails, ils sont pas sur les détails. À partir de 7 ans, ça sera un autre langage. Le tout est que le parent ne mente pas. C'est-à-dire que ce soit cohérent. À 7 ans, quand on va reparler de ça, il faut qu'il retrouve les mêmes mots, bien les mêmes notions qu'on lui a dit qu'il avait 4 ans. Mais on nous a menti à nous. Oui. On m'a dit qu'on partait à l'hôpital pour prendre les bébés et puis on ramène à la maison. Donc, moi, on m'a dit c'est Dieu qui a déposé. Mais on n'est pas Dieu a déposé. Ça, par exemple, c'est une belle histoire et puis voilà. Ça, on dans les écoles, on est... Comment? Dans quelles circonstances? Après, maintenant qu'il va sortir de la préadolescence, même vers la fin de la préadolescence, qu'il va commencer vraiment à avoir les signes de la puberté et tout ça, on lui dira plus, voilà, on va trouver d'autres choses pas à raconter, en fait, mais d'autres éléments à ajouter à ce qu'on avait dit quand il avait 4 ans, à ce qu'on a dit quand il avait 10 ans, et puis maintenant. Mais ça doit rester cohérent, de telle sorte qu'il sache effectivement où est-ce qu'on allait. Mais on va pas choquer un enfant de 3 ans avec... Non, mais c'est vrai qu'à 4 ans, mon fils pensait qu'il fallait s'embrasser pour faire les bébés. Donc, chaque fois qu'on se faisait un bisou, il attendait le bébé. Il attendait le bébé, oui. Et puis, on parle de ça, on parle aussi de la volonté. Après, on peut parler aussi de la prière. C'est vraiment papa et maman qui prient très fort pour avoir un enfant et pour que, voilà, que ton petit frère vienne. Voilà, il y a de belles histoires que chaque parent peut raconter, justement. Mais il faut commencer à parler de ça. Normalement, l'âge, c'est pas que dès qu'il fait son 4e anniversaire, on le fait à soi pour dire, écoute, je te parle de ça aujourd'hui. Mais à partir de ce moment-là, on peut commencer à engager des petits sujets, des petites questions. Voilà, on regarde des petits films qui peuvent en parler un peu. Mais il faut anticiper. Ne laissez pas l'enfant découvrir. Parce que s'il n'a pas le courage de venir vers le parent, il aura la réponse ailleurs. Et c'est cette réponse-là qui va rester. D'où viennent les dégâts. D'accord. Alors, la communication encore. Tout à fait. La communication. De relation, généralement, ça vient plus du parent que de l'enfant. Pour rassurer les parents, nos enfants ne nous diront jamais tout. Même notre meilleure amie, même elle ne nous dit pas tout. C'est ça. Mais le but, c'est de savoir les choses importantes. De sorte qu'on ne soit pas choqué. Parce que, on a vu venir.
à cause de ce que, bon, des 2-3 informations qu'on a reçues de l'enfant, ou alors on s'y attendait parce que l'enfant nous a parlé de ce sujet-là et que, bon, plus ou moins en tant que parents avec beaucoup de maturité, on sait que voici, il y a 2 ou 3 solutions. Donc, on n'est pas vraiment choqué. Le but, c'est de ne pas être choqué quand on a une information venant de notre enfant. Mais au moins, battement de cœur, il va pas courir pour venir dire, voilà comment ça s'est passé, et ceci, là. Ça, c'est clair. On ne saura jamais tout. Quand un parent veut tout savoir de son enfant, il veut vraiment, quand un cheveu a poussé, il veut savoir que ce cheveu-là a poussé et à quelle heure. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. L'enfant dira ce qu'on a besoin de savoir. Mais ce qu'on a besoin de savoir, il faut vraiment que ce soit la vérité. On a le droit de fouiller. On a le droit. Il y a des gens qui disent qu'il y a le respect de la liberté. Non, on a le droit de l'enfant. Faut pouvoir inculquer aux enfants l'ordre et tout ça. Donc, pour que je puisse lui parler de l'ordre, il faut que je sois dans... Ça, c'est une très bonne astuce aussi. Dans sa réalité. On t'apprend la vertu de l'ordre. Écoute, on décide de changer ta chambre, de ranger ta chambre. Je t'aide à ranger ta chambre aujourd'hui. C'est-à-dire que l'enfant ne verra pas une intrusion dans son espace, comme s'il n'était pas là et puis tu allais fouiller. Mais effectivement, sans prévenir, ah tiens, tu sais quoi? Je t'aide à ranger ta chambre aujourd'hui. Mais on va aller ranger. Parce que les parents ont découvert plein de choses comme ça, drogue et tout ça. Exactement. Par ce moyen-là. Pour revenir sur la sexualité, moi, je remarque que, surtout en Afrique, il y a une différence de traitement entre les filles et les garçons. Par exemple, quand les garçons et les filles viennent étudier à la maison, tout le monde, elle vient étudier, on rigole un peu, taquine, c'est qui, elle est jolie. Mais quand c'est un garçon qui dit, bonjour, je suis venu travailler, nous, d'abord les frères, mais qui sortent, c'est qui? Il veut quoi? Il a quitté où? Le papa qui a un air bizarre. Est-ce que c'est pas dangereux? Ça montre pas aux filles qu'elles sont elles sont trop protégées. Elles sont trop protégées. C'est ceux qui risquent plus, apparemment. Oui, en fait, c'est ça. On se dira, de quoi on a peur? C'est qu'elle tombe enceinte. Bien sûr. Comme on dit là, quand une femme est enceinte, on voit qu'elle est enceinte. Quand un papa attend un enfant, on ne sait pas. Bien sûr. Voilà, donc en fait, c'est surtout ça, c'est que les conséquences visibles sont beaucoup plus graves pour la fille que pour le garçon. Donc avec la fille, on est beaucoup plus protecteur. Mais tout est dans le partage. On a parlé de communication et puis dans l'explication aussi. Parlons de communication. Alors, très souvent, on assiste aux enfants qui sont brimés à l'école. On arrache leur goûter et ils n'osent pas en parler. À la limite, c'est la peur où ils obligent les parents à mettre 2 goûters, en fait, comment emmener l'enfant? Et l'enfant ne veut même pas. Et récemment, moi, j'ai eu un cas comme ça d'une amie. En fait, elle comprenait pas pourquoi l'enfant, avec le goûter, il réclamait par derrière l'argent à son père. Et quand on lui dit, mais pourquoi? Il pleure! Mais elle a dit, non. Ça a attiré son attention. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et le père, lui, il s'opposait. Attends, il veut de l'argent qu'il aille manger à l'école. Il comprenait pas. Quand elle a commencé à procéder par questionnement, qu'est-ce qui se passe? Elle a pris tout doucement. Qu'est-ce qui se passe? Mais quand je te parle, tu as peur, tu trembles. L'enfant a commencé à lui dire que non. Il y a quelqu'un qui l'oblige. Non, il n'a pas dit obligé. Hein. Il dit, non, en fait, je veux partager mon goûter avec elle. Il dit, mais pour partager ton goûter, tu pleures. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il a dit non, je dois lui donner, tu dois. Donc il t'oblige. Non, il ne m'oblige pas. Ne va pas à l'école. Ne va pas lui dire, mon chien. Donc elle a compris que il y avait une pression sur l'enfant. Comment emmener cet enfant-là à parler librement à la mère? Parce que derrière, on le menace. Mais comment parler aux parents pour que les parents prennent leurs précautions? Et dans ce cas de figure, comment le parent procède pour parler au maître, à la maîtresse, pour rassurer l'enfant? Parce que par derrière, il peut être encore menacé par derrière, voilà, et tout. Comment ça doit se passer? Déjà, il y a cette crainte par rapport à la réaction du parent. Je veux bien me confier à maman, mais je sais que si je lui dis là, elle va les gâter le coin. C'est ça. Même si je lui dis non, maman, je te dis, mais bon, voilà, il faut te calmer. Non. Elle est chaude, et puis c'est quand même son enfant. C'est son enfant. Voilà, il faut qu'elle aille c'est ce qu'elle voulait faire, hein. Voilà. Donc, vu ça, il se dit, ça sert à rien, parce que elle va envenimer les choses. Voilà, donc, non seulement, elle va aller gâter le coin, en plus, on saura que, bon, il allait dire à sa maman, quoi. C'est un bébé. Donc, en fait, on va montrer sa faiblesse au grand jour, parce que s'il n'arrive pas à se défendre tout seul, c'est vraiment parce que face à l'autre, il est faible. Et au niveau des garçons, c'est pas comme les filles. Eux, ils sont plus dans la démonstration de capacité. Donc, l'autre a de l'ascendance sur lui. Ça plaît jamais à un garçon que l'autre soit dominant. C'est ça. Voilà. Donc des 2 choses, la solution, c'est de supporter. En espérant que ça va finir. Moi, j'ai eu ce cas, je suis allée voir le maître. Et je lui ai dit, le but, c'est pas de dire que mon fils, parce que l'enfant, apparemment, il menaçait beaucoup d'enfants. Ne donne pas le nom de mon fils, mais il faut que quelqu'un aille parler à l'enfant, à ses parents,
Ne pas que, et ils ont réglé ça comme ça. Voilà. Donc déjà, c'est l'attitude du parent qui reçoit l'information, qui va faire que l'enfant va vouloir vraiment se confier. Donc déjà, il faut travailler dessus. Et puis ensuite, effectivement, ça c'était une très belle méthode. Aller voir le maître, déjà, qui est la première figure d'autorité, voilà, pour expliquer ce qui se passe. Et puis d'abord savoir si c'est pas l'habitude de ces enfants-là, mais de cet enfant-là qui martyrise un peu les autres. Si c'est vraiment c'est général, bon, on trouvera la solution ensemble. Mais si c'est uniquement, ça concerne uniquement un enfant, alors là, il faut savoir exactement tout ce qu'il y a comme condition pour régler ça et pourquoi est-ce que c'est arrivé. C'est ça. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Alors, il nous reste juste quelques petites minutes. Voilà, sur ce beau sujet-là. Je pense qu'on va faire une deuxième partie. Forcément. Pour aller plus en profondeur. Alors, Manu, pour toi, voilà, je l'appelle Manu, hein, c'est son petit nom. Alors, pour toi, je veux dire, les parents qui nous écoutent et tout, quel conseil? Tu as 6 enfants quand même, hein. Oui. Voilà, tu es une doyenne sur ce plateau-là. Tu as respecté d'ailleurs 6 enfants. Et quel conseil tu peux prodiguer à ces parents-là qui n'arrivent pas à communier véritablement avec leurs enfants? Tu l'as dit tout à l'heure, tu es proche de tes enfants. Alors, je suis proche de mes enfants parce que je tiens compte de ce qu'ils aiment. Il y a des parents qui veulent forcément attirer les enfants dans leur univers. Moi, je vais dans leur univers, on regarde des mangas ensemble, on va au cinéma pour regarder un Avatar. Je veux dire qu'on fait des choses qui les intéressent et ils savent que maman est vieille, mais elle est un peu branchée quand même. Donc, quand on me dit des choses qui me plaisent pas, comme elle l'a dit, je montre pas toujours que je suis pas d'accord. Je peux t'expliquer pourquoi je suis pas d'accord, mais je te rappelle que tu es libre, en fait. Que c'est ta vie qui est en jeu. Donc, si tu fais telle chose, les conséquences, c'est toi qui vas les assumer. Voilà ma position. Et comme je suis plus âgée que toi, je suis passée par là, donc je sais plus ou moins ce que tu risques. Mais toujours sans forcer et sans accusation, de nature un peu douce, parce que le papa est assez donc, j'ai la liberté de ne pas être rigide parce qu'il y a quelqu'un déjà qui gère cet aspect important. J'ai 4 garçons. Donc, il faut vraiment de la force. Et quelqu'un le fait. Donc, moi, j'ai la latitude d'être vraiment la copine, l'amie. On sort ensemble, on discute ensemble. Vous pouvez tout me dire. Il y a des choses que je ne dirai pas à papa. Mais si c'est dangereux, je vais lui dire. Toujours en vous couvrant. Donc, amusez-vous avec eux. Faut qu'ils aient confiance, en fait. Et qu'ils sentent qu'on les comprend. D'accord. Merci beaucoup, Manuela. Ton retour est, tu m'as dit. Madame Boni, alors, quel conseil, pourquoi nous n'arrivons pas à tout savoir sur nos enfants? Quel conseil pour ces parents-là qui sont peut-être désespérés, qui n'arrivent plus à rattraper certaines choses avec leurs enfants? Alors déjà, quand on a eu la joie de commencer très tôt à avoir cette complicité avec l'enfant, c'est déjà gagné. Après, tout n'est pas perdu. Il faut juste prendre le temps de refaire, on va dire, un audit de la relation qu'on a avec son enfant. Savoir ce qui cloche. Qu'est-ce que je voudrais que ce soit? Voilà, quel objectif je vais atteindre et comment y arriver. Après, dans ce cas-là, c'est d'abord le parent qui va se donner à 100%. Parce que l'enfant va se dire, ah, mais pourquoi maintenant? Il va se dire, mais peut-être il y a un piège quelque part. Donc, je fais attention. Il va rester braqué pendant un moment parce qu'il n'a pas eu cette habitude. Lui aussi, il faut qu'il change de comportement et d'attitude. Donc, c'est plutôt le parent qui va se donner sans se décourager. Parce que, et les enfants, quand ils sont tenaces, hein. On leur a appris à se comporter comme ça. Parce que c'est cette réaction qu'on a montrée. Donc, ils vont être renfermés dedans. Donc, il faut que le parent fasse preuve de beaucoup de patience, beaucoup d'amour. Un enfant qui dit qu'il n'aime pas les câlins, il aime les câlins. D'accord. Donc, il faut le faire. Voilà, faut montrer qu'on l'aime. Faut montrer qu'on le comprend. Faut montrer qu'on partage. Manu a fait une très belle conclusion. Voilà, c'est pas du copier-coller, mais elle a sorti des choses parfaites qui vont rentrer dans cette collaboration, j'ai envie de dire, et puis vraiment, voilà, qu'on a avec nos enfants, et puis effectivement, cette complicité qu'on recherche. D'accord. Quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. Sachez tout simplement, chers parents, que rien n'est encore perdu. Il y a encore de l'espoir avec la prière, mais il y a des personnes dans notre société qui peuvent vous aider à aider vos enfants à être plus proches d'eux et que Dieu vous garde. We are